bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'intéresse de près à la modernisation, disons, accélérée des forces armées royales marocaines. On va s'appuyer sur un rapport stratégique assez dense qui couvre la période 2024-2030. Notre mission, si on peut dire, essayer de décrypter ensemble les acquisitions clés, bien sûr, mais aussi et surtout la vision stratégique qu'il y a derrière tout ça. Oui, la vision d'ensemble. Exactement. Alors, la première question qui vient, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi cet effort colossal ? On parle d'un budget défense qui est passé de moins d'1 milliard de dollars vers 1999 à une projection récente qui atteint les 12 milliards sur plusieurs années. C'est énorme, hein ? Parfois 15-20% du budget de l'État. Qu'est-ce qui justifie une telle montée en puissance ? Les sources pointent assez clairement deux moteurs principaux. D'abord, le contexte régional, qui reste tendu, avec la rivalité bien connue avec l'Algérie. Et puis, il y a la volonté d'affirmer la souveraineté marocaine sur le... Ça, c'est pour le contexte. Mais ce qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est le changement de doctrine militaire. Ah ouais ? C'est-à-dire, on passe de quoi à quoi, concrètement ? On passe d'une posture qui était historiquement plutôt défensive, axée sur la protection du territoire, à une capacité de ce que les analystes appellent la dissuasion active. Dissuasion active. Oui, l'idée, ce n'est plus seulement de pouvoir se défendre si on est attaqué, mais c'est d'avoir des capacités suffisamment crédibles pour faire réfléchir un adversaire potentiel avant même qu'il n'envisage une action. D'accord, le rendre hésitant. Les choix d'équipement. Des plateformes de frappe à distance, comme les chasseurs F-16 modernisés en Viper, les hélicos d'attaque Apache, et aussi, et c'est crucial, des systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles très performants, comme le Barak MX israélien. Même l'intérêt qu'on voit poindre pour des sous-marins, ça s'inscrit là-dedans, créer de l'incertitude stratégique chez l'adversaire potentiel. Je vois. Donc une nouvelle doctrine de nouveaux besoins. Et sur le terrain, ça se traduit par quels équipements emblématiques ? Alors, pour la force aérienne, le programme F-16 Viper est vraiment central. On a 25 avions neufs du bloc 70-72 et 23 appareils existants qui sont portés à ce standard. Ajoutez à ça les 24 hélicoptères Apache AH-645E qui sont... Voilà. Mais évidemment, faire fonctionner tous ces systèmes ensemble, les chars, les avions, la défense aérienne, ça demande un système de commandement et contrôle, ce qu'on appelle le C2, qui soit extrêmement performant et intégré. Logique. Et pour acheter tout ce matériel de pointe, on voit que le Maroc ne met plus tous ses œufs dans le même panier, c'est ça. Fini le fournisseur quasi unique. Ah non, clairement pas. La diversification est très nette. Les États-Unis restent un partenaire majeur, bien sûr, mais il y a aussi la France, la Chine pour certains équipements, et puis, de manière très très significative, Israël. Oui, ce partenariat avec Israël semble jouer un grand rôle. Il y a eu un accord de défense, je crois. Tout à fait.
un mémorandum d'entente signé fin 2021, et ça a clairement fonctionné comme un accélérateur pour l'accès à certaines technologies israéliennes de pointe. On pense au Barak MX, bien sûr, mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Non, non, ça va au-delà. Les sources parlent de capacités de renseignement très avancées. Il y a eu une demande pour 2 satellites de reconnaissance OFEC 13, par exemple. Et aussi tout le domaine de la guerre électronique, le SIGINT, c'est la capacité à intercepter, analyser, brouiller les communications et radars adverses. Il y a un gros contrat, 70 millions de dollars, avec Elbit Systems pour une solution complète nommée Alinet. D'accord. Renseignement spatial, guerre électronique. Si on connecte tout ça, Si on relie les points, on voit se dessiner ce qu'on appelle une boucle capteur-tireur très moderne. capteur-tireur, c'est-à-dire, expliquez-nous un peu. En gros, c'est la capacité à détecter une menace très vite grâce aux capteurs, satellites, drones, systèmes d'écoute comme Alinet, et à la neutraliser quasi instantanément avec le bon tireur, F-16, Barak MX, artillerie guidée, etc. L'information circule vite pour agir vite. Exactement. C'est l'essence de la guerre moderne. Connecté, en réseau. Ce n'est pas juste acheter du matériel dernier cri, c'est surtout intégrer une nouvelle façon de combattre, beaucoup plus rapide et précise. C'est impressionnant comme ambition. Mais acheter à l'étranger, même en diversifiant, ça crée quand même une dépendance, non? Est-ce qu'il y a aussi une volonté de faire soi-même, de produire localement? Si, absolument. C'est le 3e grand pilier de cette stratégie. La construction d'une base industrielle et technologique de défense, une BITD, marocaine. Il y a même une loi spécifique, la loi 10.20, qui a été adoptée en 2020 pour encadrer ça, pour encourager la fabrication locale, attirer les investisseurs étrangers via des transferts de technologie, créer des zones industrielles dédiées. D'accord, un cadre légal est posé. Et est-ce qu'on voit déjà des choses concrètes émerger de cette volonté industrielle? Oui, tout à fait. Et le domaine où c'est le plus visible pour l'instant, c'est celui des drones. C'est assez spectaculaire. Grâce à la coopération avec des entreprises israéliennes, notamment IAI et sa filiale Bluebird, le Maroc a commencé à assembler et même à fabriquer localement certains types de drones. Ah oui, quel type de drone? On parle par exemple du drone suicide ou munition rôdeuse, SpyX, qui serait produit localement après une commande initiale de drones Wonderbee et Thunderbee. Et c'est très malin stratégiquement. Ça permet d'avoir une source d'approvisionnement autonome pour des systèmes qui sont très utilisés, on le voit au Sahara, dépendre des délais ou des autorisations de livraison étrangères. L'autonomie sur des consommables clés, en quelque sorte. Voilà. Les sources évoquent même la possibilité que des usines israéliennes s'implantent directement au Maroc pour produire ce type de matériel. Mais il faut pouvoir protéger tout ça, non? Ces investissements sont coûteux. Absolument. Et c'est là qu'intervient la défense aérienne intégrée. C'est vraiment un point clé de toute la stratégie. Le système israélien Barak MX, dont la réception a commencé en 2023, il change vraiment la donne. Ah oui. En quoi? Il offre une défense multicouche, c'est-à-dire qu'il a différents types de missiles pour engager des cibles à différentes distances, 35, 60 et même 150 km avec le missile ER. Et surtout, cette version ER, elle est capable d'intercepter des missiles balistiques tactiques. Ça, c'est une capacité que très peu de pays possèdent dans la région. C'est un vrai saut stratégique. D'accord, une bulle de protection beaucoup plus robuste. Ce qui est vraiment particulier, c'est sa position géopolitique et donc son double rôle, au-delà de la défense purement nationale. Elle participe activement à des missions internationales, maintien de l'ordre stratégique par exemple. Ah oui, où ça par exemple? On les a vus en RDC, en République centrafricaine, et puis aussi dans des opérations d'aide humanitaire. C'est vraiment un outil polyvalent pour les soldats. F-16, Block 52+, c'est clairement le fer de lance. Et d'ailleurs, ils sont en train de les moderniser vers le standard Viper, qui est très avancé. Viper, d'accord. Mais ils ont aussi une approche pragmatique. Ils gardent des Mirage F1, des F5EF Tiger II. Des appareils plus anciens, ça. Oui, mais attention, fortement modernisés.
Le programme Astrak pour les Mirage F1, par exemple, c'est une grosse mise à niveau. Avionique, capacité d'emporter des missiles comme le Mika. Mika, oui, le missile français. Exactement. Ça prolonge leur durée de vie et ça améliore leur capacité sans avoir à tout remplacer. C'est plus rentable et ça permet de garder une flotte plus grande et polyvalente. C'est malin. Et là où ça devient vraiment intéressant, il me semble, c'est l'arrivée en force des drones, les UAV. Ah oui, absolument. On lit qu'ils ont des Heron, des Harfang, des Watchkeeper, et même des projets pour en fabriquer eux-mêmes. C'est un virage majeur, ça. Carrément, c'est plus qu'une simple acquisition d'équipement, là. C'est une évolution de la doctrine. C'est-à-dire... Ça montre qu'ils misent à fond sur les capacités ISR, sur les frappes de précision, et peut-être aussi sur la guerre asymétrique. Et le fait de vouloir produire localement, oui. Ça signale une ambition d'autonomie stratégique. C'est un domaine technologique critique, les drones. Ils repensent vraiment la façon de projeter la puissance aérienne. D'accord. Et pour les forces terrestres? Au sol, on voit une modernisation qui s'articule autour des chars américains Abrams, avec une approche assez pragmatique, un high-low mix, comme on dit. Un bon nombre de M1 modernisés pour faire la masse, et puis une pointe d'excellence avec quelques M12 SEPV3, les plus récents. Les sources mentionnent même une possible acquisition de 500 véhicules de combat d'infanterie Bradley. Ça permettrait de former des groupements tactiques interarmes très cohérents avec les Abrams. Une force offensive qui se modernise bien, donc? Ça donne une vraie capacité de frappe. C'est un système défensif en profondeur. Il y a des postes d'observation, des radars de surveillance au sol, les ratios Sura par exemple, des points d'appui fortifiés et, bien sûr, des positions d'artillerie. Certaines fixes, d'autres mobiles, prêtes à intervenir très vite. Le tout est interconnecté. D'accord. Donc si une menace est détectée... L'information remonte quasi instantanément via le réseau de commandement. L'artillerie peut alors déclencher une réponse très rapide, guidée par les systèmes de surveillance. Si c'est une infiltration, c'est un tir d'interdiction. Si c'est un tir adverse, les radars de contre-batterie localisent l'origine et la riposte peut être quasi immédiate. Impressionnant. Cette capacité de feu permanente sur une telle longueur, ça doit être un élément de dissuasion majeur. Absolument. Ça a joué un rôle historique dans la, stabilisation de la zone. Ça rend toute action adverse d'envergure extrêmement coûteuse et risquée. Donc, pour résumer, si j'essaie de synthétiser, on a une artillerie royale marocaine en pleine modernisation. Elle s'équipe avec du matériel de pointe comme le César, l'Atmos, bientôt le HIMARS, tout en gardant une base solide de M109. C'est ça. Son rôle est central dans la défense du territoire et son intégration au dispositif du mur des sables, c'est vraiment l'illustration la plus marquante de son importance stratégique. Exactement. Et si on prend un peu de recul, ça montre bien que même aujourd'hui, à l'ère des drones, de la cyberguerre, l'artillerie classique mais modernisée, et surtout intelligemment intégrée dans un système défensif global, eh bien elle reste absolument fondamentale. Surtout quand il s'agit de contrôler de vastes territoires ou de défendre des lignes fixes aussi étendues. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour la suite. Face aux menaces qui, elles aussi, évoluent constamment, on pense aux tactiques asymétriques, à l'utilisation de plus en plus fréquente de drones légers, parfois très simples, très bon marché. Comment est-ce que le rôle de cette artillerie, même très moderne, devra encore s'adapter ? Comment garantir l'efficacité d'une structure défensive aussi gigantesque que ce mur face à ce type de menaces nouvelles ? C'est toute la question en effet. On se penche sur la marine royale marocaine, à partir des documents qu'on a reçus. L'idée, c'est d'en extraire l'essentiel, comprendre cette force, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est que sa création est assez récente, 1960, juste après l'indépendance du Maroc. Oui, c'est ça. Au début, c'était vraiment une force côtière. Des moyens, c'est limité quoi. Souvent du matériel français ou espagnol, récupéré ou acheté. C'était une étape fondatrice quand même.
essentiel pour que le royaume puisse affirmer sa souveraineté maritime. Donc les toutes premières missions, logiquement, c'était surveiller les côtes, contrôler la pêche. Et l'évolution depuis, elle est assez remarquable, non? On voit bien dans les années 60-60, c'est la mise en place, la structuration. Tout à fait. Puis, années 80-80, arrivent des navires un peu plus costauds, comme les frégates Descubierta. C'était lié d'ailleurs à l'extension des zones économiques exclusives, ces ZEE, ces grands espaces maritimes. Oui, et c'est vraiment au XXIe siècle que ça s'accélère. Là, il y a eu d'importants investissements, c'est ça qui a permis d'acheter des unités très modernes. Ah oui. Oui, on pense tout de suite à la frégate Frem, la Mohammed VI, et aussi les frégates Sigma d'origine néerlandaise. L'accent est mis très clairement sur des capacités pointues. C'est-à-dire? La lutte anti-sous-marine, la défense aérienne, et puis une participation plus grande aux exercices internationaux, la lutte contre les trafics illicites, ce genre de choses. D'accord. Et pour faire naviguer tout ça, il faut du monde bien formé, j'imagine. L'école royale navale à Casablanca, elle est présentée comme le centre névralgique de la formation. Exactement. Pour les officiers, les sous-officiers, les équipages. Navigation, mécanique, système d'armes. Tout à fait. Et il n'y a pas que les cursus, disons, classiques, il y a aussi des formations très très spécialisées. Ça montre bien la montée en gamme. Comme quoi, par exemple? Les plongeurs démineurs, les commandos marines, la guerre des mines, le sauvetage en mer. C'est vraiment cet effort continu sur la formation qui permet ensuite de maîtriser des équipements de plus en plus sophistiqués, quoi. Alors justement, l'équipement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le fleuron, c'est cette fameuse FREM Mohammed VI, Ah oui, présentée comme un concentré de technologie, avec des missiles de croisière MDCN, ça c'est pour frapper loin, vers la Terre, une capacité assez stratégique. c'est une capacité majeure, oui. Il y a aussi des missiles surface-air Aster 15 pour se défendre, des Exocet anti-navires et des torpilles MU-90 contre les sous-marins. Bon, un vrai couteau suisse high-tech en gros. Absolument. Et ce n'est pas tout. À côté, il y a les 3 frégates Sigma qui sont très polyvalentes et les 2 Floréal, plus pour la surveillance. Sans oublier toute une flotte de patrouilleurs pour la haute mer et pour les côtes. Oui, cette diversité. Ça montre bien qu'ils veulent couvrir un large spectre de missions. Et il faut aussi mentionner les navires de débarquement, les Batrals, essentiels pour projeter des forces. D'accord. Les hélicoptères embarqués aussi, comme le Panther pour la lutte anti-sous-marine ou le sauvetage, le SAR, Search and Rescue, et bien sûr les unités de fusiliers marins, les commandos pour les opérations un peu plus musclées. Et l'intégration de drones, c'est aussi noté comme un axe de développement important. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Surtout la transformation impressionnante, non? Oui, D'une petite force côtière au départ, à une marine aujourd'hui moderne, bien équipée, qui compte dans la région. c'est une excellente synthèse. C'est une force qui est capable de défendre les intérêts stratégiques du Maroc en mer, c'est certain, mais aussi de jouer un rôle actif et reconnu dans la sécurité maritime, que ce soit au niveau régional ou international. Et d'ailleurs, si on prend juste un tout petit peu de recul, quand on voit la position géographique clé du Maroc, entre l'Atlantique et la Méditerranée, et cette modernisation constante qu'on vient de décrire, ça amène à se poser une question pour l'avenir, non? Quelle sera la prochaine grande capacité, que ce soit technologique ou opérationnelle, que cette marine va chercher à acquérir pour, disons, asseoir encore plus son rôle dans la zone?
Si on essaie de résumer cette plongée assez dense, on assiste à une transformation militaire marocaine profonde, rapide, très axée sur la technologie de pointe, guidée par une nouvelle doctrine de dissuasion et avec une volonté marquée de développer une autonomie industrielle, surtout dans le domaine des drones pour l'instant. C'est ça. C'est une excellente synthèse, oui. La cohérence est frappante entre les acquisitions de systèmes très avancés, défense aérienne, C2, renseignement spatial, guerre électronique, frappe de précision, et cet effort parallèle pour développer une industrie locale. Tout ça dessine une trajectoire assez claire vers une force qui se veut beaucoup plus numérisée, intégrée et interopérable d'ici 2030.